C'est l'heure de l'actualité sur le canal 272. Bonsoir et bienvenue sur la TV7. Au sommaire de cette édition, bonne nouvelle pour le Togo à la sortie de la 43e session de l'Assemblée des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre tenue du 6 au 9 novembre dernier au Nigeria. Deux importantes qualifications ont été reconnues au port autonome de Lomé. Lesquelles et pour quel intérêt, vous le saurez. Sujet santé, cela pourrait bien vous paraître étrange, mais la dépression ne touche pas que les personnes adultes, les enfants n'en sont pas épargnés. Comment et quel impact cela pourrait-il avoir sur eux? On en parle dans ce journal. Au-delà de nos frontières à Madagascar, la date de ce jeudi 16 novembre retenue pour la tenue du scrutin présidentiel ne répond pas aux normes requises. C'est là ce que soutient le collectif des 10, un rassemblement des candidats de l'opposition qui appelle le peuple à boycotter le scrutin. Aussi, la Cour suprême britannique a jugé mercredi illégal le projet hautement controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Une sorte de défaite donc pour le Premier ministre Rishi Sunak qui n'a pas manqué de réagir. C'est donc tout pour le sommaire de ce soir. Nous passons aux détails tout de suite. Rebonsoir et bienvenue sur la TV7. Dans le cadre d'un partenariat entre le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et le Sénat Club de Bonn, 2 bourses de stage en Allemagne sont disponibles et à l'endroit des jeunes togolais. Quelles sont les conditions pour y postuler? On écoute ces précisions de Claire Gagnon. Dans une démarche visant à renforcer les compétences professionnelles des jeunes, le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en collaboration avec le Sénat Club de Bonn, accorde 2 bourses de 3 mois chacune pour des opportunités de formation en Allemagne dans les secteurs de la mécanique automobile et de la tôlerie automobile. Ces bourses sont spécifiquement destinées aux jeunes Togolais titulaires d'au moins un diplôme CAP sous certaines conditions. Il convient de souligner l'engagement soutenu en faveur du renforcement des capacités des jeunes au Togo, avec des initiatives notables telles que le projet Inclusion des jeunes Togo, ainsi que le programme de renforcement de capacités de leadership des jeunes, pour n'en citer que quelques-uns. Ces efforts sont déployés dans le but de fournir aux jeunes Togolais les compétences et les opportunités nécessaires pour jouer un rôle significatif dans le développement économique et social du pays. Deux importantes qualifications ont été reconnues au port autonome de Lomé. Ce fut lors de la 43e session de l'Association des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre tenue du 6 au 9 novembre dernier au Nigeria. Quelles sont ces deux distinctions et qu'est-ce que cela signifie de façon concrète pour le pays? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Nadège Arlia. Une fois de plus, le Togo a prouvé ses efforts et sa volonté de faire du port autonome de Lomé un hub logistique de référence dans la sous-région et sur le continent. À l'issue de la 43e session de l'Association des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le port a été reconnu dans un premier temps comme étant le port avec des meilleurs trafics transit et transbordement pour le compte de l'année 2022 et celui ayant la meilleure politique de système de management intégré. En second lieu, un prix dénommé « Meilleure femme » ayant assuré avec dynamisme des fonctions dans le secteur maritime et portuaire est revenu à la directrice commerciale du port autonome de Lomé, à Kwele Ivona Adonlite-Lawson. Ce qui fait au total 2 importantes distinctions pour le pays, sans oublier que précédemment, il a été listé parmi les 100 ports mondiaux les plus dynamiques. Comme conséquence positive de ces nouvelles distinctions, l'on peut oser parler des appels de marché qui pourraient se multiplier, des échanges commerciaux qui s'effectueront encore plus facilement, des changements qui participeront au redressement de l'économie. Il est possible que de ces qualifications, la population espère des améliorations des conditions de travail et de vie. Celle-ci se traduira par la revue d'un certain nombre de dispositions. Dans le reste de l'actualité, la CCI Togo se prépare pour son compte à des élections cruciales marquant la fin d'un processus de réforme. Ces changements visant à moderniser l'institution incluent de nouveaux dirigeants issus de la récente délégation consulaire spéciale. C'est ce que révèle Harold Messon-Atto dans le reportage qui suit. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, acteur clé du secteur privé,
se prépare à un tournant majeur avec des élections visant à renouveler ses instances dirigeantes. Les commissions électorales consulaires régionales ont été mises en place ce 14 novembre. Ces élections marqueront la conclusion d'un processus de réforme entamé il y a plusieurs mois par la CCI Togo. L'équipe intérimaire en place depuis 2 ans cédera la place à de nouveaux dirigeants et à de nouvelles instances promettant des élections à bonne date. Le contexte économique du Togo est également au centre des discussions, avec un aperçu des réformes entreprises par le pays pour améliorer son environnement des affaires. Les mesures prises pour faciliter la création d'entreprises, l'exécution des contrats, le commerce transfrontalier, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, la passation des marchés publics et le paiement des taxes et des impôts sont mis en avant. La CCIT, en tant qu'institution majeure au Togo, a été impliquée dans diverses initiatives, y compris la formation de consultants pour faciliter la numérisation des entreprises. Les nouveaux dirigeants, nommés récemment, sont issus de la délégation consulaire spéciale nommée par un décret en date du 5 janvier 2021. Ces changements, inscrits dans une série de réformes, visent à moderniser la CCI Togo et à renforcer son efficacité. Les médias et journalistes togolais nous intéressent également dans cette édition. La liberté de la presse nationale serait-elle menacée? Depuis quelques années déjà, le paysage médiatique ainsi que des journalistes togolais semblent soumis à une forme de pression. Pourquoi? Quelle analyse en faire de la situation? On écoute ces explications recueillies par Bernard Quinvi. L'état de la liberté de la presse au Togo ces dernières années reste préoccupant, surtout la presse privée qui traverse une situation peu glorieuse, marquée souvent par des pratiques de censure et autres. Il faut dire que la liberté de presse, vers fin des années 90 et début 2000, était effective dans notre pays avec une dépénalisation des délits de presse qui était une avancée saluée dans la sous-région où notre pays était cité comme un modèle en matière de liberté de presse. Mais cet acquis a été remis en cause lors des États généraux de la presse en 2014 à Kwarimé où nous-mêmes journalistes étions allés faire autre chose que ce pourquoi et nous étions là. Et aujourd'hui, nous en payons lourdement et les conséquences. En 2020, l'on se souvient du retrait définitif du récépissé du journal L'Indépendant Express. Ces périodes ont également été marquées par la suspension de certains journaux à l'instar du bi-hebdomadaire L'Alternative, Liberté, Fraternité ou encore Tampa Express. Des sanctions excessives qui visent à museler l'ensemble de la profession selon certains observateurs et journalistes. Les journalistes ne sont pas libres de faire leur travail. On a fait le constat avec la garde à vue de nos deux confrères Loïc Lawson et Innocent et Sassou, et ce qui nous fait que confirmer cet état de fait où une épée de Damoclès est suspendue sur la tête des journalistes. Loïc Lawson, Anani Sossou, justement, sont poursuivis en ce moment. Les deux journalistes, respectivement directeurs de publication du journal Flambeau des démocrates et journalistes freelance, font face à des accusations de diffamation, atteinte à l'honneur et incitation à la révolte dans une affaire de 400 millions qui serait volée dans la maison d'un ministre de la République. Ces événements semblent constituer un obstacle à l'exercice de la presse et à la liberté d'expression, lesquels sont garantis par la Constitution togolaise. Les enfants peuvent-ils également souffrir de la dépression? La réponse pourrait bien vous paraître étrange, mais oui, bien que les symptômes puissent différer de ceux observés chez les personnes adultes, les enfants peuvent également être sujets de dépression et cette condition peut avoir un impact significatif sur leurs conditions émotionnelles ainsi que sur leur performance scolaire. Comment arriver à bout de cette situation? Les avis sont recueillis par Jessica Rallo. La dépression est un trouble mental qui affecte les personnes de tous âges, y compris les enfants. La dépression chez les enfants est souvent mal diagnostiquée et mal comprise car elle est méconnue d'une grande partie des personnes. Cette maladie mentale peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale de l'enfant et son bien-être. Mais quels sont les facteurs qui provoquent cet état dépressif chez l'enfant? Il n'y a généralement pas une seule cause.
mais plutôt c'est une combinaison de différentes choses. Nous notons d'abord que les facteurs de risque familiaux et héréditaires, juste après l'accouchement, la mère qui fait une dépression peut encore induire une dépression chez son enfant. Il existe les facteurs psychosociaux et qui sont des facteurs aigus, comme le deuil ou chronique, comme la maltraitance d'un enfant, le harcèlement à l'école chez un enfant, la précarité comme on le sait, et les maladies somatiques chroniques comme les malformations, et également surtout la séparation ou divorce des parents. Les manifestations de la dépression infantile sont souvent mal interprétées par les géniteurs. Les symptômes qu'on peut observer chez l'enfant qui manifeste souvent une lassitude et qui a une pauvreté de l'expression, on dit l'enfant qui s'isole et parfois chez l'enfant un peu plus âgé, c'est pas une faible estime de soi. Et sur le plan corporel, comme je le dis, c'est l'enfant qui va manifester des troubles du sommeil. Derrière aussi le tableau somatique, on va voir un enfant qui a l'anorexie, qui est différent de manque d'appétit, ou l'enfant qui, entre-temps, a cessé de faire le pipi au lit, a repris de faire pipi au lit, ce que nous appelons énurésie secondaire, ou l'enfant qui va manifester souvent des maux de tête, les céphalées, les douleurs abdominales intenses. Dans ce cas présent, de nombreuses conséquences sur l'enfant sont à inventorier. Les différents troubles chez l'enfant ont des conséquences potentiellement sur son avenir. L'échec scolaire, l'enfant qui peut être un peu frustré. Au fil du temps, comme on l'a vu, on pourra voir survenir des troubles avec sensibilité aux infections. L'enfant qui fait asthme, qui a les boutons sur le corps. La dépression chez l'enfant est un sujet important qui nécessite une attention accrue. Il est essentiel de reconnaître les signes et les symptômes de la dépression chez les enfants et de leur fournir un soutien et des traitements appropriés. Le traitement possible sur l'enfant, l'efficacité. En cas de suspicion de dépression franche chez un enfant, dépression grave, alors il faut l'orientation d'un pédopsychiatre. Alors l'hospitalisation se justifiera en cas de risque suicidaire. Restons dans le registre sanitaire pour parler cette fois-ci du paludisme qui, malgré les efforts consentis par les autorités de tutelle pour limiter au mieux son taux de prévalence, continue quand même par faire des victimes. On voit cela dans le reportage qui suit, il est de Gloire Lodonou. Le paludisme, une maladie transmise par les moustiques, est la première cause de mortalité au Togo, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires, le pays reste exposé au risque de paludisme toute l'année. Pour lutter contre cette maladie, le Togo a mis en œuvre plusieurs plans stratégiques visant à réduire l'incidence et la mortalité du paludisme en assurant l'accès universel aux interventions de prévention, de diagnostic et de traitement. Parmi ces interventions, la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée MID à toute la population est considérée comme l'une des plus efficaces. En 2020, le Togo a organisé une 4e campagne nationale de distribution de MID. Cette dernière a permis de couvrir tous les ménages du pays à raison d'une moustiquaire par couchette. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan mondial actuel qui vise l'élimination du paludisme. Selon le rapport mondial 2019 sur le paludisme, le Togo a enregistré des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme. L'incidence du paludisme a diminué de plus de 25% entre 2015 et 2018 et la mortalité a diminué de 8% sur la même période. La mortalité spécifique due au paludisme est passée de 0,3 pour 1000 en 2011 à 0,12 pour 1000 en 2018. Pour rappel, l'OMS a accrédité l'RTSS et le R22 matrice des vaccins antipaludiques pour les enfants de moins de 5 ans. Les vaccins sont déjà disponibles dans plusieurs pays africains comme le Ghana et le Burkina Faso. Actualité au-delà de nos frontières à présent, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, est revenu hier mardi sur les préjudices causés par la colonisation et l'esclavage aux peuples africains. Ces deux faits historiques auraient porté un coup significatif au développement du continent. De ce fait, le président ghanéen a appelé les États africains à s'unir et à demander des excuses officielles de la part des pays colonisateurs. Le point de son intervention dans ce reportage. Le
président du Ghana appelle les dirigeants africains à un front uni afin d'exiger des réparations pour l'esclavage transatlantique et les dommages causés par l'exploitation coloniale. Nana Akufo-Addo s'est exprimé mardi à Accra lors de la conférence sur les réparations. Aucune somme d'argent ne peut réparer les dommages causés par la traite transatlantique des esclaves et ses conséquences qui s'étendent sur plusieurs siècles. Mais c'est certainement un problème auquel le monde doit faire face et ne peut plus ignorer. Le président ghanéen va même plus loin, il réclame des excuses de la part de l'Europe. Et avant même la conclusion de cette discussion sur les réparations, le continent africain tout entier mérite des excuses formelles de la part des nations européennes impliquées dans la traite négrière. Selon Nana Akufo-Addo, l'esclavage et la colonisation seraient à la base du retard économique, voire culturel du continent. Les effets de la traite négrière ont été dévastateurs pour le continent et pour la diaspora africaine. Toute la période de l'esclavage a signifié que notre progrès économique, culturel et psychologique a été étouffé. Il faut rappeler que le sujet est de plus en plus évoqué en Europe, au point que certains pays commencent à restituer des objets emportés d'Afrique lors de la colonisation. Et au Mali, drapeaux, sifflets, chants, le tout couronné par des scènes de liesse traduites par des pas de danse au pied du monument de l'indépendance à Bamako, la capitale malienne. La population du pays n'a pas manqué d'exprimer son euphorie suite à la reprise de la région de Kidal par les forces armées maliennes. Voici les images. Le Mali célèbre la prise de Kidal. Dans les rues de Bamako, l'hystérie générale. La reprise de la ville septentrionale au groupe rebelle séparatiste, tout un symbole pour l'armée malienne. Je n'appelle pas ça une victoire. La victoire était tout le temps dans mon camp. Il y avait les traîtres qui étaient devant moi. Je n'ai jamais douté à mon armée. Je savais que ça allait arriver ce jour. Et ce jour-là, c'est ce 14 novembre 2023. C'est l'impossible qui est devenu le possible aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'on ne pouvait pas du tout reconquérir Kidal. Mais Dieu merci, ça a été dit, ça a été fait. Alhamdulillah. Donc je suis comblé de joie, comblé de fierté. Cela faisait 11 ans que l'armée régulière malienne n'avait plus jamais refoulé le sol de Kidal. Elle y est, à la suite d'une offensive aérienne et terrestre lancée après le départ des forces onusiennes. L'armée était attendue à Kidal il y a longtemps. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. Et je vous assure, ces soldats qui ont vaincu aujourd'hui ont pris toutes les dispositions pour que à jamais Kidal ne soit récupéré par qui que ce soit. Les rebelles qui jusque-là régnaient en maître absolu évoquent un repli stratégique. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, s'est adressé à travers une allocution télévisée à son peuple, ceci en présence des membres des deux chambres du Parlement réunis en congrès à Kinshasa. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo ainsi que les échéances électorales étaient au cœur de son discours. Voici le compte-rendu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est exprimé au sujet de la situation sécuritaire du pays, les perspectives d'arrivée d'une nouvelle force internationale à l'Est et le respect des échéances électorales de décembre lors d'un discours télévisé sur l'état de la nation devant le Parlement. 408 000 dans un contexte dominé depuis près de 2 années par l'agression barbare de notre pays, perpétrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, je salue votre engagement. Alors que les combats contre les rebelles du M23 se sont à nouveau intensifiés, le gouvernement prévoit le retrait de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, près d'1 an après son déploiement dans l'Est du pays. Effort de pacification, le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux.
Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. Lundi, dans le cadre des échanges initiés par la Commission électorale nationale indépendante, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et les autres candidats à la présidentielle se sont réunis à Kinshasa. Toutefois, clore ce propos vous concernant sans mentionner spécifiquement la détermination dont vous avez fait montre à m'accompagner dans mon engagement solennel, celui de consolider notre jeune et fragile démocratie par l'organisation de scrutins électoraux dans le strict respect des échéances constitutionnelles. De nombreux analystes estiment que Félix Tshisekedi a de bonnes chances de remporter le scrutin face à une opposition divisée. Et pendant ce temps, l'opposition malgache semble ne pas avoir dit son dernier mot en ce qui concerne le scrutin présidentiel de ce jeudi qui, selon elle, ne répond pas aux normes requises. Pour une nouvelle fois, à travers le collectif des 10, l'opposition malgache appelle le peuple à boycotter le scrutin. À la veille des élections présidentielles à Madagascar, des candidats de l'opposition continuent d'appeler les électeurs au boycott. Mardi, lors d'une conférence de presse à Antananarivo, le collectif des 10 a exposé ses revendications préalables. Alors je disais que les conditions pour une élection présidentielle transparente, acceptés par tous, apaisés, ne sont surtout pas remplis. Accusé récemment par le président sortant André Rajoelina de vouloir semer le chaos, le collectif s'est défendu et a situé le contexte. Parce que nous voulons des élections. Nous ne boycottons pas les élections parce que nous sommes candidats, mais nous n'acceptons pas cette date du 16 novembre parce que c'est une élection qui ne répond pas aux normes requises. La crise a éclaté en septembre lorsque la Cour constitutionnelle a refusé d'annuler la candidature de Rajoelina en raison de sa double nationalité française, suscitant la colère de l'opposition. Plusieurs semaines de manifestations parfois violentes n'ont pas fait fléchir l'exécutif malgache pour un éventuel report du scrutin. D'ailleurs, on apprend qu'un couvre-feu a été instauré à Antananarivo, couvrant la soirée de ce mercredi jusqu'aux premières heures de jeudi 16 novembre, jour du premier tour de l'élection présidentielle. Un bureau de vote a incendié hier soir et la destruction de divers matériaux électoraux aurait incité à la prise de cette décision. En tout, ce sont 11 millions d'électeurs inscrits qui devront choisir entre 13 candidats. Toute autre actualité à présent, la Cour suprême britannique a rendu son verdict dans la journée de ce mercredi en ce qui concerne le projet d'expulsion des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Elle a qualifié d'illégal le projet, confirmant ainsi le verdict rendu par la Cour d'appel britannique, une sorte d'échec pour le Premier ministre Rishi Sunak qui n'a pas manqué de réagir. La Cour suprême britannique a jugé mercredi illégal le projet controversé du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Les 5 hauts magistrats ont à l'unanimité rejeté le recours du ministère de l'Intérieur. Le critère juridique qui doit être appliqué en l'espèce est de savoir s'il existe des motifs substantiels de croire que les demandeurs d'asile envoyés au Rwanda courent un risque réel de refoulement. À la lumière des éléments de preuve que j'ai résumés, la Cour d'appel a conclu à l'existence de tels motifs. Nous sommes tous d'avis qu'ils avaient le droit d'en arriver à cette conclusion. En effet, après avoir examiné les preuves nous-mêmes, nous sommes d'accord avec leur conclusion. Pour le président de la Cour suprême, Robert Reid, cette décision se fonde sur des raisons légales et aucunement politiques. Devant les députés, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a indiqué que son gouvernement travaillait déjà à un nouveau traité avec Kigali qui serait finalisé au vu de ce jugement.
C'est donc sur cette actualité qu'on se sépare ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.